Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un numéro entièrement consacré à la dernière enquête de Laurent Berton, La France interdite, une enquête consacrée à l'immigration. Richesse, chance, opportunité pour l'avenir, les qualificatifs sont pléthores pour habiller l'immigration en France. Pourtant, les informations objectives, les chiffres de l'immigration, sans parler des statistiques ethniques, sont de plus en plus invisibles. Y aurait-il quelque chose à cacher? C'est ce que nous allons voir avec Laurent Berton. Bonjour Laurent Berton. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous présenter ce dernier ouvrage, une enquête, la dernière enquête d'une trilogie d'ailleurs, puisqu'il y avait la France Orange Mécanique, la France Big Brother et désormais la France interdite. Pourquoi avoir voulu vous attaquer à ce tabou de l'immigration? Justement parce que je trouve que c'est vraiment le tabou ultime, parce que l'insécurité déjà génère un certain nombre de problèmes quand vous en parlez, mais je me suis rendu compte que ces problèmes étaient liés à la part de l'immigration dans l'insécurité. C'est ça vraiment qui a posé problème. Quand j'ai écrit La France Big Brother, c'est un peu la même chose. L'essentiel du conditionnement médiatique aujourd'hui porte sur ces questions. La diversité est une richesse, l'immigration est une chance, etc. On entend ça tous les jours. Et donc, j'ai voulu vérifier, c'est-à-dire vérifier quelle est l'ampleur de cette immigration, quelles en sont les conséquences. Finalement, on s'aperçoit que c'est un débat qui est tellement tenu par l'émotion, cadenassé par d'un côté l'optimisme obligatoire, de l'autre côté le pessimisme le plus noir sur le sujet. On entend assez peu parler des chiffres finalement et des démonstrations chiffrées. Donc moi, je me suis livré à un travail d'enquête factuel, vraiment purement factuel, pour apporter au débat justement cette matière qui lui manquait. Alors justement, en parlant de faits, il y a énormément de documents annexes à la fin du livre où vous présentez vos chiffres, justement. Donc que les gens n'imaginent pas que c'est des chiffres tirés de votre chapeau ou c'est une enquête journalistique, en fait. Voilà, et il n'y a aucun chiffre dans le livre qui n'est pas vérifiable, en fait. Ce ne sont pas des chiffres que j'ai inventés moi-même, que j'ai sortis d'une sorte de rumeur, de je ne sais pas quoi, de propos tenus en off. Non, ce sont uniquement des données qu'on peut vérifier, des données recueillies par des démographes, de l'INSEE, de l'INED, etc., d'Eurostat, de tous les organismes officiels. Donc, tout est vérifiable, en fait. Et ça, j'y tenais beaucoup, justement, pour pas qu'on puisse m'accuser de fantasmer, de machin, d'inventer des faits qui n'existent pas. Alors, justement, dans ce cadre, pour être le plus objectif possible, à plusieurs reprises dans l'ouvrage, vous proposez deux chiffres, les projections les plus probables, on va dire, ou les projections, au contraire, minimisées. On le voit notamment avec les projections finalement sur ce que l'on appelle souvent le grand remplacement, c'est-à-dire l'arrivée massive d'une immigration extra-européenne qui vient finalement combler le déficit de natalité des autochtones européens. Oui, parce qu'on nous explique depuis très longtemps que l'immigration est stable en France, c'est-à-dire en gros depuis Clovis, vous avez le même pourcentage migratoire, je ne sais plus quel est le chiffre, mais en gros ça n'évolue pas, sauf qu'on oublie de préciser que ces immigrés sont largement naturalisés au fil des générations. Donc évidemment, la population change petit à petit. Donc comme je le montre dans le livre, il y a une proportion d'individus issus de l'immigration, notamment extra-européenne, qui est de plus en plus importante en France. Et aujourd'hui, ce changement de la structure de la population est dissimulé par les statisticiens et les démographes qui ne parlent que de ce chiffre de l'immigration magique, miraculeux, qui ne bouge jamais et qui tend à faire comprendre aux citoyens qui se disent « mon pays est en train de changer », que finalement il se fait des idées et il a des pensées nauséabondes, suspectes, etc. et que ça ne correspond pas à une réalité. Sauf que si le Français a raison de constater un changement qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de France, qui est totalement inédit. Il y a bien une immigration massive extra-européenne, et donc je le constate dans le livre de manière chiffrée, indiscutable. Alors vous expliquez justement qu'il y a plusieurs techniques, entre guillemets, pour gommer cette impression d'immigration grandissante. Alors la première des techniques, justement, vous l'avez évoqué il y a un instant, peut-être que c'est tout simplement la naturalisation. Oui, parce qu'à partir du moment où les individus descendants d'immigrés sont français, ils disparaissent complètement des statistiques sur l'immigration. Donc évidemment, le chiffre de l'immigration reste ce qu'il est, il y a toujours des immigrants en France, mais une grande part d'entre eux disparaît des statistiques année après année. Je crois qu'on est à peu près 100 000 naturalisations par an. Les individus qui naissent en France deviennent français. Donc
Il y a une part d'ombre dans ces statistiques officielles, puisque la France refuse obstinément les statistiques ethniques, refuse d'évoquer les descendants d'immigrés, et enfin voilà, cette ancestralité nouvelle. Donc c'est ce que j'ai voulu faire pour dire aux Français, non, vous n'êtes pas en train de rêver complètement, il y a quelque chose démographiquement qui est en train de changer dans notre pays. Alors il y avait une donnée qui était relativement fiable justement pour constater le nombre de naissances qui étaient à l'origine de parents d'origine extra-européenne, c'était les tests ou le dépistage de la drépanocytose, donc une maladie qui a à voir avec la mélanine et qui donc de fait ne peut toucher que les populations extra-européennes. Finalement on voit que l'amicale de la diversité, comme vous le dites dans votre ouvrage, plaide de plus en plus pour une généralisation de ce dépistage pour que l'on puisse plus l'utiliser finalement comme un outil statistique ethnique, entre guillemets. Et ces associations donc, qui plaidaient pour la dissimulation de cet encombrant outil de quantification ont eu gain de cause puisque théoriquement, à partir de l'an prochain, le dépistage ne sera plus, enfin les données ne seront plus publiées. Et je pense qu'il sera généralisé en effet, de manière à ce qu'on puisse plus avoir ces chiffres qui étaient vraiment trop dérangeants, puisqu'ils montraient qu'on était à plus de 40% des naissances en France qui étaient dépistées, donc qui concernaient des parents issus, dans la plupart des cas, d'une immigration extra-européenne. Je crois que c'est 75% en Île-de-France maintenant. Ah oui, en Île-de-France, voilà, comme vous avez des concentrations très importantes dans certaines régions, notamment en Île-de-France ou encore en PACA, vous avez en Île-de-France en particulier, c'est vrai, un taux de plus de 75% des naissances donc, qui sont de parents originaires extra-européens ou antillais. Oui, absolument. Alors, j'ai rencontré cette semaine Éric Zemmour, qui était au centre du grande polémique, puisqu'il estimait qu'il était pour lui normal que les parents qui venaient de l'immigration donnent des prénoms français issus du calendrier à leurs enfants pour davantage les intégrer. Alors moi, je lui ai posé la question à l'envers, finalement, comme on ne lui poserait pas sur C8. Je lui ai demandé si, finalement, le fait de donner des prénoms français aux enfants issus de l'immigration, ce n'était pas une autre manière de vouloir gommer cette immigration de manière statistique, de manière chiffrable. Vous allez voir ce qu'il m'a répondu. Vous êtes d'une autre génération que moi. Vous êtes dans une logique, ça y est, de la post-assimilation. Vous avez entériné le fait qu'il n'y en aura plus, et vous avez tout à fait raison, et qu'on va à l'affrontement des communautés. Donc autant savoir qui est qui. Donc on va vers ça. On va vers l'affrontement des communautés, ou alors un pouvoir dictatorial pour tenir tout le monde. Donc si vous voulez, moi, j'essayais d'éviter justement ça avec mes prénoms français. Vous avez raison, parce que je pense qu'en donnant un prénom, on affecte un destin à son enfant. Et que donc, en appelant d'un prénom français, on lui donne un destin français. En appelant un prénom de là où on vient, eh ben, ça veut dire qu'on veut continuer à vivre comme on vivait là-bas, ici. Ça change tout. Alors malgré les bonnes intentions d'Éric Zemmour, ça n'a pas empêché à l'amicale de la diversité visiblement de l'attaquer. Finalement, l'amicale de la diversité que vous évoquez tout au long de ce livre, c'est un peu la France Big Brother. C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est toujours ces gens, cette catégorie d'individus qui vivent très au-dessus de la société, du réel, qui pensent que la diversité ne peut qu'absolument enrichir, être utile à notre pays, nous rendre tous beaucoup mieux que nous le sommes, puisqu'il est bien connu que tout ce qui est monochrome et blanc est assez triste et assez sinistre et n'a pas vraiment de valeur à ajouter, à apporter à cette planète. Et donc l'amicale de la diversité pense le contraire. Et s'enferme dans cette espèce de négation. Tout en combattant souvent les régionalismes, d'ailleurs. Oui, parce que ça, c'est pas la bonne diversité, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est une diversité d'habits, comme disait La Fontaine, et pas une diversité d'esprit. C'est-à-dire, si vous pensez de manière différente, là, vous êtes, comme Éric Zemmour, par exemple, quelqu'un d'absolument abject, abominable, qui devrait avoir droit de citer nulle part, etc. Cette amicale de la diversité refuse complètement d'entendre qu'aujourd'hui, plus de 75% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrés dans notre pays. Et ces 75% de Français ne sont pas du tout représentés par ce régime, ce pouvoir, ces médias. Je pense que les grands médias aujourd'hui
quelle est la proportion d'individus qui pensent qu'il y a trop d'immigrés en France dans ces grands médias, qui s'expriment dans ces grands médias, elle est extrêmement infime. Éric Zemmour est un cas vraiment particulier. Justement, c'est une sorte d'exception qui confirme la règle. Donc le débat aujourd'hui porte aussi sur c'est un peu le procès de cette démocratie. Est-ce qu'elle existe vraiment finalement, puisque depuis très longtemps, les Français sont hostiles à cette immigration massive qu'ils subissent et ils ne parviennent pas à le faire entendre, à imposer à leurs élites de prendre des mesures contre cette immigration. En même temps, ils ne votent pas non plus toujours conformément à cette idée qu'ils ont d'immigration. Non, mais parce que je pense que le vote est extrêmement conditionné, fait l'objet d'un matraquage intensif. On sait très bien que le populisme est décrit partout comme étant le retour de la bête immonde, etc. Enfin, on imagine déjà des massacres et des pogroms, enfin, des choses épouvantables, alors que c'est une stratégie d'intimidation pure. Comme ce système Big Brother, cet amical de la diversité, sent que beaucoup de choses lui échappent, que le vivre ensemble ne va pas de soi, il fait peser cette espèce de chantage au racisme en permanence sur le débat, justement pour éviter d'avoir à regarder le réel dans les yeux. Et je pense que ce livre peut contribuer à réveiller, en tout cas, ce débat, à apporter des faits, à des paroles en l'air, des bonnes intentions qui ne suffiront pas. Éric Zemmour parle des prénoms. Il est clair que là, il a raison, on a basculé en quelque chose d'autre. Il parle d'une époque où on parlait de centaines de milliers de personnes à la culture proche. Là, aujourd'hui, on parle de millions d'individus avec un différentiel culturel considérable, des communautés déjà formées. Il ne suffira pas de rebaptiser ces individus pour briser ce système communautaire et cette partition de la France. Alors on est allé voir les Français justement, ceux parmi lesquels on trouve 75% de personnes opposées à l'immigration. On est allé leur demander justement ce qu'ils pensaient de cette diversité en France, de ce qu'ils pensaient de l'immigration. Diversité de la France, c'est le mélange de cultures qu'on a eu à travers les siècles et qui fait la France d'aujourd'hui. C'est tout ce mélange de personnes qui viennent de tout pays. C'est pas obligatoirement les couleurs ou les races. Ça me fait quasiment 5 années que je suis ici en France. Voilà, je peux le dire, les Français sont foncièrement accueillants. Ils sont foncièrement accueillants et les Français ont compris une chose, c'est qu'on est fort parce que on fédère plusieurs talents, plusieurs compétences. Voilà, quand vous regardez aujourd'hui avec fierté l'équipe nationale de football de la France, c'est un brassage. Les Italiens, les Polonais, les Espagnols. En tout cas, moi je vois pas d'inconvénient qu'il y ait plus d'immigration aujourd'hui. Il y en a trop. Est-ce que vous pensez qu'une majorité... C'est vraiment une diversité ça, hein. C'est autre chose je pense. C'est quoi ? Je veux dire, c'est un trop-plein. C'est un trop-plein d'immigrants. Ce mélange qui peut être que bénéfique pour chacun d'entre nous. Oui, mais alors il y a des réfugiés, il y a des personnes qui fuient la guerre, il y a des personnes qui fuient la violence, il y a des personnes qui viennent pour des raisons économiques, il y a des personnes qui s'intègrent, il y a des personnes qui ne s'intègrent pas. Donc je pense qu'il y a une diversité de migrants et de personnes étrangères qui viennent en France, c'est une question qui est trop large. Chaque citoyen ou chaque personne vivant sur ce territoire-là respecte la loi et les règles qui s'y imposent. Personnellement, je ne vois pas où est le problème. Quand je parle avec certaines personnes, c'est genre, tout pour les émigrés, nous, il faut qu'on paye, les émigrés ne payent rien. Voilà, ils voient ce côté de la médaille qui, pour moi, n'est pas très significatif. Si j'ai un dernier message aussi à lancer à mes frères qui prennent des risques à travers les bateaux et tout, la France est un grand pays. Et en même temps, sachez que tous ceux qui vous font miroiter aussi de là d'où nous venons, ce n'est pas forcément la réalité ici. Je veux bien qu'il y ait des émigrés, mais si ces gens-là ne trouvent pas de quoi se loger, un travail, est-ce que c'est bien qu'il y en ait trop? Je ne peux pas trop répondre à ça. Il faut savoir limiter. Et ça va être d'autant plus d'actualité avec l'immigration qu'on va avoir due au changement climatique, qui est inéluctable, on le sait aujourd'hui. Donc c'est un sujet, on doit même en parler, c'est obligatoire. Ceux qui en ont marre s'expriment, ceux qui sont ouverts à l'étranger s'expriment aussi, et on en parle beaucoup. On agit beaucoup moins par contre. Qui dit démocratie dit liberté d'expression. Chacun est libre de dire ce qu'il pense, chacun est libre de penser ce qu'il dit.
Voilà, donc je pense que c'est un sujet sur lequel on doit décomplexer. C'est un sujet sur lequel on doit être décomplexé. On n'y est pas encore. Non, mais je pense qu'il a raison. C'est vrai que c'est un sujet qui est étouffant parce que on sent bien qu'il sous-tend à peu près tous les problèmes de société actuelle. On en parle du soir au matin dans les médias de manière biaisée, détournée. On sent qu'il y a la pression, cette espèce de menace d'exclusion, d'ostracisme permanent si jamais on a une opinion qui n'est pas conforme à celle qu'adoptait d'ailleurs un des autres intervenants, et que cette menace ne peut pas permettre la liberté d'expression. En plus, il n'y a pas du tout d'équité dans l'expression, comme je l'ai dit. L'opinion qui est très majoritaire en France et qui est hostile à cette immigration de masse n'est pas représentée dans les médias et ne peut pas l'être pour l'instant. Donc le débat n'est pas serein et n'a même pas lieu. Le problème, c'est qu'on se demande aussi pour certains des intervenants qu'on a croisés dans la rue, s'ils ne sont pas dans un rôle de composition. Parce que finalement, si on retrouve 75% des Français qui sont opposés à l'immigration, là, on n'est pas du tout dans des chiffres qui se retrouvent dans notre micro-trottoir. Donc on a quand même l'impression que les gens, quand ils sont au téléphone pour répondre à un organisme de sondage, c'est plus facile que de défendre leur point de vue devant une caméra. Bah évidemment, ça c'est ce que j'expliquais aussi d'ailleurs dans ce livre, dans la France Big Brother, c'est qu'on a dans notre tête installé inconsciemment un certain nombre de logiciels de la bien-pensance, des pare-feux mentaux qui nous permettent de nous adapter à des situations sociales compliquées, notamment quand des termes comme l'immigration sont évoqués. On sent immédiatement que les gens sont sur la défensive, se méfient beaucoup de la manière dont vont être interprétés leurs propos, et s'ils sont face à quelqu'un, une caméra, a fortiori sachant que leurs propos vont être diffusés, ils préfèrent bien évidemment s'adapter à un discours qu'il est plus convenu d'adapter. Donc c'est clair que là, les individus vont de manière radicale se calmer, modérer leurs opinions et leurs intentions. Mais ils le font pas seulement dans la rue, ils le font au travail, en famille, au quotidien. C'est vraiment un conditionnement très lourd qui pèse sur eux. Et je pense qu'ils attendent, c'est un peu l'effet banc de sardine, ils attendent que le banc de sardine change de sens, mais ils ne seront pas en tête de ce banc, parce qu'ils ont très peur, eux, de se faire bouffer par un poisson menaçant de type redresseur de tort. Donc ils attendent finalement, ils attendent en espérant qu'on fasse pour eux ce qu'ils n'ont pas le courage d'assumer. Alors en ce moment, ou du moins tout l'été, on a entendu parler d'un navire qui s'appelle l'Aquarius, donc un navire dit humanitaire appartenant aux organisations SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, qui vise à prétendument retrouver les clandestins en train de se noyer dans la Méditerranée. Au final, on voit de plus en plus qu'ils vont les chercher dans les eaux territoriales de Libye, donc finalement ce sont ni plus ni moins des transporteurs. Et on voit qu'on entend parler de cet Aquarius très régulièrement. On va d'ailleurs regarder les réactions sur Twitter, mais juste avant, je voudrais préciser en fait que finalement c'est un peu un cheval de Troie, puisque on parle toujours de chiffres très faibles, puisque en réalité le maximum qu'il puisse y avoir sur ce bateau c'est 200-250 migrants, ce qui est finalement très très faible au regard de l'immigration globale, et ça permet de montrer là encore et de dénoncer de nouveaux arguments en disant que finalement c'est une goutte d'eau dans la mer, sans jeu de mots. C'est un problème effectivement de proportion. C'est qu'aujourd'hui, toute l'immigration est réunie dans un même sac. C'est-à-dire vous n'avez plus les migrants économiques, les travailleurs, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les malades, etc. Ils sont tous plus ou moins des réfugiés. Dans tous les cas, ils fuient la misère. Enfin, ils ont d'excellentes raisons de venir ici, qu'elles soient climatiques ou on a absolument tout inventé pour justifier ces migrations. Effectivement, on focalise énormément sur des cas spectaculaires, médiatisés, de type malheureux dans leur bateau, à fond de cale, etc. Mais la réalité de l'immigration clandestine en France n'est pas du tout celle-là. C'est très largement des individus qui viennent avec un titre de séjour délivré par l'administration française ou un visa et qui oublient de repartir après. Et ce sont des centaines de milliers d'individus qui sont concernés. Et donc c'est bien plus important. L'immigration clandestine réelle, c'est-à-dire le type qui va forcer la frontière ou qui va venir avec l'Aquarius, c'est vraiment une goutte d'eau dans cette immigration, ce raz-de-marée en fait. Alors justement, on va regarder un petit florilège de l'Amicale de la diversité, vous allez voir sur Twitter, au sujet de l'Aquarius. L'âme de l'Europe est à bord de l'Aquarius. La laissera-t-on couler ? Ça suffit les petits calculs électoraux, ça suffit les petits marchandages entre gouvernements égoïstes, ça suffit l'indignité, ça suffit la capitulation devant les marchands de haine. Relevons la tête, Aquarius. Quel courage politique! La France,
pays de 60 millions d'habitants, 6e puissance mondiale, accueillera 18 des 58 migrants présents à bord du navire humanitaire. Sérieusement, ils ont honte de rien. Bien évidemment qu'il faut accueillir l'Aquarius, c'est un devoir d'humanité. Le gouvernement utilise exactement la même rhétorique que Matteo Salvini alors qu'il s'oppose en grand rempart contre l'extrême droite. Oui, il faut accueillir Aquarius. C'est une question de vie humaine, de solidarité et de droit maritime. Tergiverser, ne pas honorer ce devoir d'humanité est aussi cynique qu'inacceptable. En vertu des valeurs de notre République, la France s'honorerait à faire battre le pavillon français sur l'Aquarius qui a déjà sauvé plus de 29 000 migrants. Accueil, insertion, etc. L'État doit innover. C'est le défi du siècle qui s'ouvre. L'Aquarius doit pouvoir accoster à Marseille, c'est notre devoir et notre honneur. Le pavillon français accordé par Jules Auteur à Camp du Courage. Ne les laissons pas mourir, #Aquarius. Ça me fait penser aux troubles d'occupation mentale. C'est vraiment... Bah voilà, c'est ce martèlement permanent qu'on est un peu obligé de subir si on tente de se tenir informé par les grands médias traditionnels. Hein. Vous regardez n'importe quel JT ou vous écoutez la radio, vous entendez ce discours à peu près permanent. Cette culpabilisation énorme, hein, parce que c'est ça, hein, que le message ne dit pas seulement ces gens sont formidables, mais dit vous ne l'êtes pas du tout parce que vous ne permettez pas l'accueil de ces individus qui sont malheureux, quand bien même il y a quantité de pays sur le continent africain qui ne sont pas du tout en guerre, qui sont beaucoup plus proches, qui pourraient tout à fait les accueillir, mais ce n'est pas là qu'ils veulent aller. Mais ils veulent évidemment venir en Europe parce que vous avez un intérêt matériel énorme, considérable pour eux, que ce soit en travaillant ou même sans travailler, avec les aides sociales. Donc le salaire en Afrique subsaharienne et le RSA de base en France, vous avez un différentiel qui est absolument énorme. Donc évidemment, beaucoup de migrants vont tenter cette traversée. Et plus la France accueillera d'Aquarius et se montrera généreuse, plus il y en aura pour tenter de venir à leur tour profiter de cette générosité. Mais comme je le montre dans le livre, il y a des réalités démographiques. L'Afrique subsaharienne, en 2100, va atteindre 4 milliards d'habitants, une énorme majorité de jeunes individus dans la fleur de l'âge. Les Européens seront environ 170 millions. Et exactement, 170 millions d'Européens autochtones, parce que notre natalité est en chute libre, à l'inverse de l'Afrique subsaharienne. Donc évidemment, à un moment donné, il faudra poser une limite, ou alors se résoudre à nous-mêmes être absorbés par ce tiers-monde qui va devenir le monde tout court. Alors avant de revenir aux chiffres, Laurent Roberton, je voulais revenir sur un autre point. On sait dans vos ouvrages, c'était aussi le cas avec Utoya, d'ailleurs, quand vous relatiez l'affaire Breivik, vous aimez bien retourner à la biologie, au sens profond du genre humain, et finalement on se dit, cette volonté d'accueillir tous les migrants de la Terre entière, il y a un grand déficit de défense immunitaire, parce que finalement, on se retrouve avec quand même, on le sait aujourd'hui, des terroristes qui sont rentrés dans ces flux de population, et pour autant, aucun contrôle ou presque n'est fait, rien n'est renforcé, et on continue cette forme de sans-frontiérisme. En fait, on vit dans un monde un peu virtuel de la morale supérieure, et on nie complètement en fait l'existence de réalité, de nature humaine, d'antagonisme éventuel entre des communautés d'individus, ce qui a partout été démontré, ce qui est vraiment l'histoire de l'homme depuis toujours. Et on imagine que tout va très bien se passer parce qu'il suffit de le vouloir et que tout le monde va parfaitement s'intégrer, que tout ira bien. Mais sauf que dans la réalité, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça de possibilité de vivre ensemble imposé. À chaque fois, on constate, c'est un sociologue de gauche, a fortiori, qui a constaté ça, qui s'appelle Robert Putnam, qui a montré que quand vous faisiez cohabiter différentes ethnies, ce qu'on appelle le capital social, c'est-à-dire la capacité des citoyens à avoir confiance les uns envers les autres, en leurs institutions, etc., cette chose-là s'effondrait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le lien social n'existait plus. Les gens se replient sur eux-mêmes, les communautés se fragmentent. Chacun essaie en gros de récupérer la plus grosse part de ce que peut octroyer l'État. Et finalement, la société n'a plus lieu d'être, elle ne tient plus que par la pression policière et judiciaire. Et finalement, c'est plus une société, parce qu'une société qui n'a pas lieu d'être par elle-même est vouée à disparaître. Donc ça, c'est quelque chose
qu'on constate, mais qu'on ne veut pas admettre parce que, en gros, quand c'est l'utopie ira au bout de ses principes ou elle mourra. C'est ça l'état d'esprit de ces gens-là, de cette amicale de la diversité, c'est que nos principes sont tellement beaux, c'est qu'on ne peut pas transiger avec eux, donc on est obligé d'aller au bout de l'accueil du monde entier et de croire que ça ira très bien jusqu'à la fin de la chute, jusqu'à l'atterrissage. Mais on ne peut pas admettre que tout ça ne se passera pas aussi bien. Alors effectivement, dans cet ouvrage, il y a aussi un volet important ou une part importante qui est réservée aux chiffres en tant que tels. C'est le cas du coût de l'immigration aussi. Alors là, on arrive là encore à un anthrax absolument incroyable avec deux démographes qui calculent environ, je crois, 3,9 milliards d'euros en positif, donc que rapporte l'immigration à la France, et jusqu'à André Possokov, qu'on a déjà reçu ici, qui lui chiffre l'immigration à un coût de 84 milliards. Donc c'est absolument hallucinant. Il y a 90 milliards d'écart entre les deux. Alors, on va peut-être pas revenir sur les différents enfumages, mais sur le principe, vous expliquez, par exemple, c'est un parallèle qui m'a fait beaucoup réfléchir, vous expliquez qu'aux États-Unis, où les statistiques ethniques sont autorisées, donc où on peut faire des projections peut-être plus facilement, l'immigration représentée par les Européens ainsi que les habitants d'Asie du Sud-Est représente en fait un bénéfice pour les États-Unis. En revanche, l'immigration issue du Mexique, du Pakistan et de l'Afrique subsaharienne, donc celle qui est majoritaire dans l'immigration qui vient en Europe, eh bien celle-là est déficitaire. Comment vous expliquez cette disparité? Alors on le constate aussi en Angleterre ou dans la plupart des pays d'Europe. On constate qu'effectivement, il n'y a pas une immigration qu'on peut résumer à un bloc tangible, ce que fait souvent, hélas, l'INSEE. Et c'est une erreur parce qu'effectivement, il y a une immigration de qualité, c'est-à-dire des individus très qualifiés qui vont apporter au pays d'accueil leurs compétences, qui vont tirer l'économie vers le haut. En Australie, on le constate, ils ont une immigration vraiment de première qualité qui est extrêmement choisie, triée sur le volet, et donc elle est très bénéfique à l'Australie. Et vous avez cette immigration de quantité, qui est une immigration massive, largement sous-qualifié et qui est plutôt là dans le rôle de consommateur en fait. C'est-à-dire que ça peut être utile aux individus qui sont grands patrons, enfin qui ont des très hautes compétences parce que ça va leur rapporter de l'argent automatiquement. Si vous augmentez un pays de 10 millions d'habitants, quel que soit ce pays, son produit national brut va augmenter. Donc les principaux acteurs de l'économie vont en bénéficier, mais en revanche, les citoyens de base et les citoyens moyens, eux, vont transférer beaucoup d'argent dans l'aide sociale, enfin dans le coût de cette immigration. Ce qui est aussi, il n'y a pas justement que le coût habituel, c'est-à-dire l'aide sociale contre les cotisations, il y a aussi l'insécurité, le terrorisme, quantité de facteurs en matière sanitaire qui ne sont pas pris en compte, et que si on ajoute à la note, on se rend compte que la note devient vite très lourde. Oui, alors effectivement, comme vous en avez beaucoup parlé dans la France Orange Mécanique, j'ai choisi de ne pas revenir trop sur l'aspect criminalité que vous évoquez aussi dans cet ouvrage, dans l'aspect du coût de la paix sociale aussi, du clientélisme dans les zones à risque, mais c'est effectivement une réalité. On se rend compte aussi par contre dans cet ouvrage où c'est des calculs qui à mon avis vont chambouler un peu les journalistes du système, c'est sur les aides sociales, où on se rend compte que finalement les aides sociales, c'est pas un mythe et les immigrés de la première génération surtout, sont largement majoritaires dans le bénéfice des aides sociales. Voilà, il faut bien comprendre qu'on parle de moyenne, c'est-à-dire il y a des écarts de moyenne entre les groupes. Ça ne veut pas du tout dire qu'une majorité d'immigrés ne respectent pas les lois ou ne sont pas insérés socialement, mais il y a un différentiel entre la population majoritaire et les populations immigrées. Et selon l'origine de ces populations immigrées, il y a des différences qui sont plus ou moins importantes. Et on nous répète à longueur de journée que les immigrés paieront les retraites et vont faire baisser le chômage parce qu'ils prennent les emplois dont les Français ne veulent pas, sauf que les mêmes secteurs sont toujours en souffrance depuis des années. La restauration, on a vu d'ailleurs les restaurateurs qui voulaient davantage de clandestins, au final ça fait quand même un certain temps qu'il y a des clandestins et les restaurateurs sont toujours en quête de Et finalement, ils sont toujours en quête de main-d'œuvre corvéable parce qu'on se rend compte que cette immigration massive, en réalité, travaille moins. Le taux d'emploi dans cette immigration est très inférieur à celui de la population majoritaire, donc ça représente une charge en plus, une charge sociale lourde. On pourrait vous dire que c'est la faute de l'irrégularité, entre guillemets, de la présence sur le territoire. Les arguments sont à l'infini, mais même les populations d'immigrés régulières, c'est-à-dire avec un titre de séjour ou un visa, etc., ont un taux d'emploi qui est très inférieur aux populations européennes. Donc encore une fois, on retrouve ce problème d'une immigration largement sous-qualifiée et qui
comme je le disais tout à l'heure, hein, entre le salaire moyen en Afrique subsaharienne et le RSA premier niveau en France, il n'y a pas photo. Donc c'est toujours plus intéressant d'être ici que d'être là-bas, objectivement. Ce que vous êtes en train d'expliquer, en fait, c'est que la France est une pompe aspirante, quoi. C'est mécanique. Enfin, l'État-providence est une pompe aspirante. Voilà, quand vous avez un pays, les pays subsahariens qui ont une croissance démographique qu'absolument rien ne peut suivre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller aussi vite en matière d'infrastructure, d'alimentation. Enfin, on va connaître des crises, je pense, écologiques, sanitaires absolument épouvantables en Afrique du fait de cette démographie que absolument rien ne peut tempérer. Donc, mécaniquement, une part conséquente de ces individus vont chercher ailleurs leur subsistance, enfin la richesse, un Eldorado. Les raisons ne manqueront jamais, mais en tout cas, ils vont se tourner vers les pays d'Europe les plus riches, les plus ouverts, les plus accueillants. Et le message que la France fait passer est un message d'ouverture avec ces histoires d'Aquarius. Aujourd'hui, il suffit d'un discours, hein, il a suffi de quelques discours de Donald Trump un peu fermes sur l'immigration clandestine pour la faire chuter. Il a suffi à l'Australie de faire des campagnes un peu dissuasives pour arrêter complètement l'immigration clandestine et au passage le nombre de morts noyés. Donc il suffit de très peu de choses, mais simplement c'est une question de volonté. La France aujourd'hui n'a pas du tout la volonté d'arrêter cette immigration. Alors vous l'avez expliqué, donc la natalité est très forte sur le continent africain. En revanche, la natalité des autochtones sur le territoire européen est beaucoup plus bas. Et d'ailleurs, il y a tout un passage dans votre ouvrage où vous parlez du QI moyen qui chute selon de nombreuses études en Europe. Finalement, on a l'impression que c'est un peu le remake du film Idiocratie. Alors c'est un peu ça. C'est vrai que le quotient intellectuel, alors c'est un sujet qui prête à sourire, mais qui est extrêmement sérieux parce qu'on a montré que le quotient intellectuel, donc le QI, était un indicateur psychologique vraiment très important quant au niveau économique d'un pays, de sa réussite à tous les niveaux, enfin de son niveau d'excellence, son niveau de vie. Il y a une corrélation directe entre le niveau de QI moyen et le niveau de absolument, voilà. Un pays, et c'est très lié à son niveau de croissance, de bien-être, de tout ce qu'on veut. Et on a constaté que le QI moyen en France et dans beaucoup de pays d'Europe déclinait dramatiquement ces dernières années. Il y a 3 raisons principales, on va dire. La première est l'émigration des individus doués, parce qu'en France, la France, comme je l'ai dit, n'attire plus que la quantité, du fait sans doute de ses impôts qui sont extrêmement lourds, comme on le sait. Donc les individus qui sont porteurs de richesse et de création en ont un peu marre de voir le fruit de leur travail accaparé par l'État, qui gérera son argent beaucoup plus mal que n'importe qui, puisque c'est pas le sien. Donc ça, c'est une règle universelle. Et du coup, les individus doués, brillants, vont s'exiler, vont chercher ailleurs de quoi faire fructifier leur matière grise. Donc ça, c'est un premier point. Vous avez ensuite cette immigration de quantité dont j'ai parlé. Là encore, des études sont menées là-dessus et montrent que les gens qui rejoignent la plupart des pays européens sont moins qualifiés et ont un QI moyen inférieur, on va dire, à la moyenne européenne. Ce qui contribue à faire baisser le QI moyen des pays de l'OCDE. Et vous avez un phénomène qu'on appelle l'effet dysgénique, c'est-à-dire qu'en gros, les individus les moins instruits, les moins intelligents, ont, eux, une natalité assez forte, et les individus les plus instruits, les plus intelligents ont une natalité très faible, pour ne pas dire nulle. Comme l'intelligence est, d'après les spécialistes, assez fortement héréditaire, en quelques générations, on comprend que le nombre d'individus doués est décimé. Ce qui fait que tous les individus qui peuvent tirer ce pays vers le haut, c'est-à-dire devenir ingénieurs, scientifiques, médecins, chercheurs, enfin, qui peuvent notamment nous permettre de faire face aux défis écologiques qui viennent, à comprendre les écosystèmes, enfin toutes ces choses extrêmement complexes que sont les lois du vivant, sont en voie de disparition aujourd'hui. Et ça, pour l'économie du pays, pour son niveau de vie, c'est absolument dramatique. Et c'est quelque chose qui est assez tabou aussi, dont on a très peu conscience, parce qu'en France, on est persuadé que l'éducation nationale est la seule responsable de toute chose. Mais c'est plus compliqué que ça, et je pense qu'il faudrait s'y intéresser à ce sujet de manière très urgente. Alors, vous l'avez expliqué, c'est un peu la fuite des cerveaux, quelque part, et c'est quelque chose qui peut avoir un impact très important. Vous le sous-entendez d'ailleurs, vous le dites même clairement dans cet ouvrage. Finalement, on pourrait poser une question en guise de conclusion. Comment un individu avec un QI moyen beaucoup plus bas qu'auparavant pourra encore construire des cathédrales, pourra encore faire des découvertes en matière scientifique? Finalement, est-ce que c'est pas ce qui est écrit en 4e de couverture, la disparition d'une nation? C'est clair que la nation, si on se pose la question de ce qu'elle est,
Ce qui est laid, c'est cette culture, c'est cette histoire, ce passé, ce génie d'une poignée d'individus qui a su être apprécié et admiré par l'intégralité de la nation. Ce qu'on partage, cette homogénéité aussi dont je parle au niveau social, ce fameux capital social, le lien social d'échange, tout ça participe du niveau de vie. Et tout ce qui fait, je pense, la haute valeur ajoutée d'une nation prend du temps. Quelque chose qui se raisonne sur le long terme, c'est-à-dire une œuvre d'art ou une cathédrale ou même un excellent fromage ou une excellente cuvée, sont des choses qui prennent beaucoup de temps de réflexion, d'investissement, une capacité de vision de long terme. Et là, si nous devenons tous des imbéciles et qui ne pensions plus qu'à notre petite journée, notre quotidien, c'est-à-dire des réflexes primaires de base, c'est-à-dire que manger, comment nous divertir, voilà. C'est exactement ce que dit le film Idiocratie, hein, si nous devenons vraiment des imbéciles absolus, eh bien ce pays ne sera plus ce qu'il a été et ne pourra pas le devenir avant sans doute des dizaines de milliers d'années. Alors la dernière question, Laurent Berton, c'est que finalement les gens qui nous gouvernent sont quand même pas des idiots, pour reprendre le terme d'idiocratie. Ils ne peuvent pas ignorer tout ce que vous venez de nous raconter, malgré peut-être cette occupation mentale, ils ne peuvent pas l'ignorer totalement. Comment expliquez-vous que l'on continue dans cette direction ? Il y a un effet, je pense, un peu effroyable d'entraînement, c'est-à-dire que cette amicale de la diversité, ce courant de pensée bien pensant, a pris tellement d'élan qu'il y a une telle inertie, une telle force, c'est un peu le Titanic. Hein. On a bien vu qu'il y avait un truc pas clair face à nous, qu'il faudrait virer de bord de toute urgence. Mais tout le monde marche dans le même sens et on n'a pas envie d'être celui qui va prendre la décision, qui va tourner le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure avec cet effet bande sardine. Donc malheureusement, tout le monde se fait un peu peur et ces individus-là aussi, c'est-à-dire que même s'ils sentent arriver un problème, ils n'auront pas le courage de dire « on s'est trompé depuis très longtemps, depuis 30 ans, ce monde qu'on vous a vendu, qui est un monde utopique, n'a aucun rapport avec la réalité qu'on constate chaque jour. » Ça, c'est un travail de courage intellectuel qui est à mon avis beaucoup trop grand. Et je pense que le confort de la lâcheté, c'est-à-dire de la croyance en un monde idéal, a de beaux jours devant elle. Hélas, il y a un moment donné, elle va percuter le réel. Le réel arrive, il est face à nous et le choc va avoir lieu. Donc soit on s'y prépare activement et soit on continue à faire comme si tout allait bien, on continue à danser sur le pont en buvant du champagne et on attendra de voir ce qui va se passer. Alors on l'a vu, c'est bientôt les élections européennes, on a le sentiment que l'immigration va avoir une place prépondérante dans le débat. Est-ce que vous croyez que la prise de conscience peut se faire maintenant ? Alors là, actuellement, je pense que le contexte, en effet, a une sorte d'éveil sur le sujet, est assez favorable, puisque vous avez, dans tous les pays d'Europe, en même temps, une sorte quand même de soulèvement démocratique, de partis qui, comme je le dis, sont extrêmement diabolisés, du matin au soir, et malgré tout, vous avez de plus en plus d'individus qui franchissent le cap et qui disent ouvertement qu'ils vont les soutenir, en tout cas qui votent pour ces partis-là. Et donc, il y a un mouvement de fond, je pense, d'opposition à cette classe qui est complètement au-delà des réalités. Mais le problème de ce mouvement est qu'il est très pressé par le temps, puisque aussi bien en Allemagne qu'en Italie qu'en France, cet électorat-là, il est hélas en voie de disparition. La France périphérique, hein, comme je le disais, elle est substituée, enfin remplacée par cette immigration de masse qui constitue un apport électoral aussi considérable. Donc on est un peu à un point de bascule. En gros, s'il n'y a pas d'éveil maintenant, il n'y en aura sans doute jamais. Et bien sur ces considérations, merci beaucoup Laurent Berton d'être venu nous présenter La France interdite, votre dernière enquête. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager cette vidéo, c'est très important. Et on vous dit à la semaine prochaine.